Comme le dit un adage africain, pour construire une société forte et prospère, il faut commencer par former les enfants. Éduqué par la télévision à 80%, il décide de se lancer dans la vie active malgré son jeune âge et surtout suite aux situations familiales et de l'oppression de la vie sociétale. D'apprenti boulanger, en passant par gérant du kiosque, par le travail de transporteur de bagages communément appelé Bella, toutes ces expériences, douloureuses soient-elles, ont contribué à sa personnalité. Il n'est plus à présenter pour certains d'entre vous. Oui, il s'agit de Toritan Soro. Il est aujourd'hui consultant formateur en oratoire et prise de parole en public. Il se définit comme étant le fruit de la foi, de la persévérance et de la détermination. Je suis Emmanuel Abo et bienvenue dans Éclat d'audace. Générique. Si l'audace était à représenter, il serait le candidat idéal. Avide de découvertes, il ne manque pas d'affronter les difficultés de la vie pour se faire une place dans la société. De vendeur d'appareils électroniques, en passant par son entrée à l'université, à la Jeune Chambre internationale et surtout à son arrivée à Morley Consulting, où il est présentement consultant formateur, il a dû faire des sacrifices. Pour lui, décrocher des trophées n'est plus une tâche difficile, voire même un secret, car en octobre 2022, il devient double champion de discours du secteur 44, Toastmaster International. En mai 2024, il reçoit une récompense de formation au Art Club Elige. Pour ne citer que cela, Toritan Soro, c'est tout à fait un produit fini. Bonjour Monsieur Soro. Bonjour Monsieur Emmanuel. Comment est-ce que vous allez? Dieu fait grâce. Dieu merci. Alors déjà, merci de nous avoir reçus aujourd'hui pour partager votre expérience de vie à travers cet hebdomadaire. Alors sans plus attendre, nous allons rentrer dans notre première rubrique qui est intitulée Mon parcours. Générique. Okay. Alors qui est Monsieur Soro? Monsieur Soro, c'est un jeune Ivoirien passionné d'éloquence, de travail, de découverte, de voyage, qui aime partager et qui aime avoir du monde autour de lui. D'accord. Alors, d'apprenti boulanger, vous devenez consultant formateur en art oratoire et prise de parole en public. Comment est-ce que cela est parti? Par beaucoup de choses. On va dire que c'est de challenge en challenge qu'on a pu arriver à ce niveau-là. Et là même encore, c'est un challenge. Parce que chaque jour est un défi par rapport à l'expression orale, qui est une discipline qui change en vrai en fonction du temps. Donc il faut toujours travailler pour être au top. D'accord. Et qu'est-ce qui vous oblige déjà à vous lancer, on va dire, dans la boulangerie, surtout en tant qu'apprenti? La volonté d'avoir une expérience professionnelle en étant encore enfant. Parce que là, je faisais mes premiers pas au collège. Et vous aviez quel âge? J'avais 13-14 ans. Ok. 13-14 ans, c'est là que je commençais. J'avais envie de sortir de ma zone de confort. Une zone de confort qui n'existait pas encore, mais vraiment... Mais pourquoi? Pourquoi vous dites une zone de confort qui n'existait pas? Quand on est à la maison et qu'on a tout, on est nourri, qu'on dort, on regarde la télé, tout va bien. Justement, en tant qu'enfant, d'ailleurs, je pense que c'est la seule préoccupation que vous avez en ce temps-là. Normalement, mais après, j'ai vite regardé des films à la télé, des documentaires et aussi des animés qui m'ont fait comprendre qu'au-delà de ce qu'on vit à la maison, il y a une autre réalité dehors. Et parce que je voulais me préparer, il était important pour moi de sortir et d'aller découvrir en fait ce que c'était que la vie dehors, comment est-ce que les gens vivaient, comment est-ce qu'ils s'y prenaient. Ces personnes-là qu'on voit très souvent très sales ou encore peu propres, mais qui arrivent à subvenir aux besoins de leur famille. Je voulais savoir comment est-ce qu'ils faisaient. Donc déjà, à cet âge-là, j'ai envie de dire, vous aviez déjà l'esprit ouvert, on va dire, sur le monde extérieur. D'accord. Et vous me disiez, par exemple, que vous avez été éduqué à 80% par la télé. Est-ce que vous pouvez mieux m'expliquer comment est-ce que cela se fait? 80% par la télé, ça va être un peu fort. Mes D'accord. parents ont beaucoup joué dans mon éducation, je les remercie déjà. Ok. Quand je dis que j'ai été également éduqué par la télé, c'est-à-dire que la plupart des comportements que j'applique en société sont des gestes que j'ai appris en regardant certains films et séries.
Ce qui D'accord. explique mon expression qui m'a Justement. causé beaucoup de tort quand j'étais encore au primaire parce qu'on est à Djamé, Ah, oula. dans l'environnement du Bracody, et Mhm. je suis un enfant qui parle avec une diction qui est légèrement différente des autres et qui parle Justement. super vite en plus. Immédiatement, on se dit tu es très différent de nous et lui il sort d'où d'ailleurs. Ah ouais. Et pendant cette période, lorsque vous décidez par exemple d'être apprenti boulanger, quelle a été la réaction de vos parents? Je me suis caché. Ah oula, donc vous l'avez fait sans leur consentement, j'ai envie de dire. Il y a ma mère qui m'a soutenu sur ce élément-là. Elle a toujours été ouverte d'esprit pour qu'on puisse ne manquer de rien quand on sera adulte. Mon père voulait qu'on puisse se concentrer sur nos études. D'accord. Il était très strict dessus. Mais comme moi, je voulais également sortir un peu pour voir ce que la vie Justement. pourrait m'offrir, donc je faisais en cachette Mhm. avec l'accord de ma mère et il y avait des résultats qui D'accord. après ont très plu à mon père. D'accord, mais c'est super ça. Donc du coup, vous avez été, j'ai envie de dire, soutenu dès le départ par votre mère. Et après, bon, votre père, j'ai envie de dire, vu qu'il n'avait pas le choix, il a en même temps préféré vous conseiller et continuer dans ce élan-là. En tout cas, c'est parfait. Et étant dans la commune d'Adjamé, on se dit très souvent que c'est le Nouchi qu'on parle là-bas, c'est très différent et tout. Comment est-ce que vous arrivez particulièrement à garder votre expression? Certainement, on parle le nouchi dans la commune d'Adjamé, Oui. mais je me dis également, la manière dont on parle, c'est également un choix. Un choix. Certes, on parle le nouchi, mais je me sentais un peu plus présent dans cette manière de parler qui, pour moi, à l'époque, était un peu plus ce langage-là des Afro-Américains Justement. que j'appréciais beaucoup. Et je m'étais toujours dit que j'aurais dû être là-bas. Donc, je préfère parler comme cela, car c'est ainsi que je me reconnais le plus. Le nouchi, si on est en période de danger ou s'il y a une urgence, on Tu peut peux essayer ça. de parler le nouchi. D'accord. Et d'apprenti boulanger, comme je le disais, vous devenez serveur de café dans un kiosque. Pour simplement avoir, j'ai envie de dire, de quoi mettre dans votre pain, si je ne me trompe. Et comment vous vivez cette fois-ci, cette étape de votre vie? C'est une opportunité. Quand j'étais à la boulangerie, c'était à la boulangerie d'Habitat Extension à Djamé, pour ceux qui connaissent un peu, juste Ok. après le marché. Là-bas, en tant qu'apprenti, on a droit à une ration. C'est-à-dire un demi-pain. Ce sont les campagnes qu'on nous donnait à ce Justement. moment-là. Oui. Et quand tu as le pain, tu n'as rien en plus pour pouvoir manger. Et moi, je sors, je vois à côté, il y a un kiosque. Donc je vais causer avec le monsieur qui gère le kiosque et je lui dis que j'ai besoin de lait. Il me dit d'accord, le lait c'est, je pense, 200 euros dans le pain. Je n'ai pas toujours l'argent pour acheter ce lait-là. Justement. Et donc, arrivé un moment, je lui propose mes services. Je propose d'être plongeur, de laver ses assiettes. Et au fur et à mesure, je m'habitue, on s'accommode bien. Et je commence à servir du café, des œufs. Et voilà, on m'appelle Diallo. Ah donc déjà, ce que j'aimerais savoir, étant apprenti boulanger, vous étiez payé à combien? Faut comprendre que c'était déjà une sorte de conflit entre moi et le propriétaire de la boulangerie parce que je ne devais pas être apprenti boulanger à mon jeune âge. Je lui ai Oui, forcé la justement. main, je lui ai forcé la main et tout ce qu'il pouvait faire, tout ce que j'avais demandé, c'était juste avoir la ration. C'est ce qu'il m'avait accordé. Par moment, lorsqu'il y avait des entrées ou qu'il y avait de bonnes opportunités, j'avais de l'argent également, mais on ne va pas dire vraiment que j'étais payé. C'était beaucoup plus par passion, Pas patient. parce que je voulais travailler, que j'y étais allé. Et ils ont eu la grâce de m'accepter. Et surtout à vous entendre, j'ai envie de dire, à cette époque-là, vous étiez une personne qui voulait vraiment découvrir, qui voulait avoir d'autres expériences en plus de son âge. Effectivement. C'est parfait, c'est parfait. Et à l'école, vous étiez plutôt, j'ai envie de dire, brillant, moyen ou nul? À l'école, disons que j'étais plutôt moyen. Plutôt moyen de la moyenne avec les 12, en 12 et 15 de moyenne généralement. Mais c'est bon, c'est bon. Et en ce temps, vous aviez toujours, j'ai envie de dire, 13 ans, 14 ans. Voilà, c'est pendant tout le parcours en fait. Tout le parcours. Ah d'accord. C'est super, donc j'ai envie de dire déjà que vous étiez en griffe moyen. Voilà, pour moi. Ah, d'accord. Voilà. Et bah écoutez, en toute chose, comme on le dit, faire un choix, c'est ton choix. Ne pas en faire, en est un également. Et nous avons choisi d'aller à la pub. À base des ingrédients naturels, le savon noir est un savon pur made in Africa. Il nettoie la peau en profondeur
élimine toutes les imperfections, les taches, les boutons, acné, démangeaisons, vergetures et plein d'autres. C'est un savon très efficace à adopter désormais pour une peau lisse et éclatante. Il est à 2500 francs la boîte et pour toute personne désireuse de vouloir commander ce savon, veuillez contacter le 01 02 04 60 15. N'oubliez surtout pas que ce savon vous permet d'avoir une peau lisse et éclatante. Après tout ceci, comment est-ce que vous arrivez dans un club de formation de football et ensuite dans le BTP, j'ai envie de dire? Dans un club de formation de football, j'y suis allé parce que j'étais avant de ce genre de personnes-là qu'on se battait pour avoir dans son équipe, mais en dernière position. Ah bon? Donc celui qui ne joue pas très bien, qu'on a toujours envie de mettre au poteau et qui n'arrive pas à bien se défendre. Justement. Et pour pouvoir changer cela, je me suis dit, quoi de mieux que d'intégrer un club pour montrer à tout le monde que je sais aussi jouer au football. Donc vous avez, j'ai envie de dire, vous étiez, audacieux également pendant cette période-là. Et lorsque vous intégrez, j'ai envie de dire, le club de football en question, on vous met sur le banc des touches pendant plusieurs jours, plusieurs mois, ou bien comment est-ce que ça se fait? Ça a été très long, parce que comme j'ai dit, je n'étais pas vraiment le plus brillant au foot. Il fallait que je travaille déjà les bases, il fallait faire beaucoup de sport pour être en condition physique. J'ai commencé en tant que gardien, c'était assez difficile, j'ai vu des boulets. Mais bon, on a pu gérer. Et par la suite, je suis monté en défense. D'accord. Où j'étais ailier. Mais malheureusement, je n'ai pas pu jouer dans ce club parce qu'il y avait quelques contraintes au niveau familial qui m'obligeaient à pouvoir rentrer. C'était beaucoup plus d'autres au niveau de ma santé. D'accord. Et c'était quoi les contraintes réellement? Je suis de ce genre de personnes qui tombent rarement malade. D'accord. Mais lorsque je tombe malade, ça me prend vraiment du temps. Puis après, il y a eu la période des compos parce que j'étais en troisième. Donc là, à l'âge de 16 ans surtout. Il fallait que je puisse arrêter. D'accord. Ah bah mais c'est super. On arrive à votre pire expérience, j'ai envie de dire. Vous devenez transporteur de bagages, communément appelé Bella, où vous vous faites narguer par une femme. Comment est-ce que vous vivez cette période-là? Cette période, si je dois retenir quelque chose, c'est qu'il n'y a rien de mieux que d'aller à l'école, de se rendre compte qu'on est intelligent au travers des notes qu'on a, d'avoir des diplômes, de chercher un emploi, de travailler ou d'entreprendre dans un domaine d'activité et se faire de l'argent. Et est-ce qu'à ce moment-là, vous regrettez le parcours, j'ai envie de dire, que vous avez eu jusqu'à cette femme? Je ne regrette pas et je lui en suis carrément reconnaissant parce que on banalise là souvent quand on voit des personnes faire ce travail-là, mais on ne se rend pas compte de la charge en fait qu'elles ont. Vous imaginez une personne qui va aller décharger tout un conteneur. Il y a tout à l'intérieur. Il y a des boîtes de sardines, des boîtes de tomates, des sacs de riz, des sacs de je ne sais même plus quoi, mais qui partent de 25 à 55 kilos. Et vous devez transporter ça, ce n'est pas sac par sac, ça doit être 3 sacs, 4 sacs sur une distance relativement longue. Et vous finissez, vous avez approximativement 250, 300. Oula. Donc vous étiez, j'ai envie de dire, pour tout ce travail-là, vous étiez payé à 250, 300. Je n'ai pas pu terminer la journée. Parce que j'ai fait juste un déchargement. Et par la suite, j'ai préféré dire non. Mais actuellement, quand vous le faites, combien est-ce que vous avez à gagner? Si vous terminez la journée, j'ai envie de dire. D'après les informations que j'avais reçues, si j'avais terminé la journée ce jour-là, j'aurais pu me retrouver avec 5 000 francs, voire 10 000. Donc c'était votre première expérience dans ce domaine? Ma toute première expérience, ma toute première journée. Oui. Et j'ai juste fait de 8h à midi, j'ai signé. Alors, à quel moment est-ce que vous vous dites que la dame vous a nargué? Je me dis qu'elle m'a nargué par rapport à ce que j'espérais avoir. Pas par rapport à ce qu'elle m'a fait. Oui. Parce que là, c'était la normale par rapport à eux. Mais je me suis toujours dit, le travail doit pouvoir être payé en fonction de l'effort fourni. Effectivement. Et quand je mesure l'effort, que je pense à la fatigue que j'aurai, et que je regarde également ce que je gagne là maintenant, c'est pas la peine. Ah d'accord, je comprends mieux. Avant d'arriver au stade, vous êtes consultant formateur. Vous étiez également vendeur d'appareils électroniques. Comment est-ce que ça se passe à ce moment-là?
juste après la dernière expérience qui n'a pas été fameuse, je recherche encore d'autres types de travaux à faire. Mais là, vraiment, où j'aurai à faire le moins d'efforts possible. Vraiment. D'accord. Et ça, c'est mal connaître la vie. Du coup, je me retrouve dans un magasin où je dois vendre des appareils électroménagers. Je dois les vendre, les réparer, les entretenir. Avec un Nigérian que j'affectionne beaucoup, qui m'a beaucoup appris sur le commerce, sur l'importance de pouvoir fidéliser la clientèle et sur les valeurs en tant qu'employé, en tant que collaborateur à un certain niveau. À vous entendre, on a envie de dire que vous aviez eu une bonne expérience, et parce que vous aviez tout à l'heure le sourire sous les lèvres. Et ce que j'ai envie de savoir, vous étiez payé à combien? À combien? On a mis l'argent. Ah justement, là parce que je me dis, en toute chose, forcément, il y a le gain, il y a le bénéfice en fait qu'on cherche après, la satisfaction quand même. Là, dans ce magasin-là, j'étais payé à 5 000 francs la semaine. Donc on va faire un total d'environ 20 000 francs. Oui, justement, le mois. Ah bah mais c'est super quand même, c'est super. Durant nos échanges internes, si je ne me trompe, vous disiez avoir appris beaucoup sur la vie en société que vous n'auriez pas appris si vous étiez resté, j'ai envie de dire, constamment à l'école. Voilà. Alors, quel conseil pourriez-vous donner à toutes ces personnes, surtout vos jeunes frères et sœurs qui viennent d'avoir le bac et qui souhaiteraient se lancer dans la vie active? À mes jeunes frères et sœurs qui viennent d'avoir le bac et qui souhaitent se lancer dans la vie active, ou même ceux-là qui viennent d'avoir le bac et qui attendent les orientations pour aller en grande école ou à l'université, Justement. je vais dire c'est très bien d'avoir les diplômes parce que c'est ce qui nous donne à manger après. Mais bien avant d'arriver à ce niveau-là, pour être préparé à ce qui va nous attendre dans le monde professionnel, qu'ils prennent sur eux et qu'ils recherchent une activité à faire. Et cette activité ne doit pas obligatoirement être quelque chose qui est forcément reconnu par l'État, dans une grosse structure, dans une grande entreprise. Le cordonnier du quartier, en vrai, c'est une entreprise. Il est le gérant de son entreprise. Il a sa manière de travailler, il a une certaine rigueur qui se met. Celui-là qui est au quartier également et qui vend des bijoux, la dame qui vend des galettes, la responsable du restaurant, du bistrot qui est au quartier, c'est également une entrepreneur. Justement. C'est une personne qui a appris, qui a certainement des diplômés, qui les a, mais en fonction des circonstances de la vie, a décidé de pouvoir s'en sortir par elle-même. Et apprendre auprès de ce genre de personnes nous donne beaucoup d'ouverture d'esprit sur l'avenir. Ma dernière expérience avant d'arriver à l'expression orale, c'était dans un atelier d'art, à Loan Art Déco. D'accord. Et là-bas, il y a un monsieur qui m'a vraiment transformé, aussi bien sur le plan spirituel, social que professionnel. Car avec lui, il y avait la rigueur et il fallait avoir cette capacité de pouvoir apprendre sur le tas. C'est-à-dire que très important, quand on est avec lui, il ne va pas s'arrêter, prendre son temps pour te dire fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Non, parce qu'il nous le disait à chaque fois, quand on est en entreprise, on vient parce qu'on a une compétence qui peut aider l'entreprise. On ne vient pas parce que l'entreprise doit nous former depuis le départ et faire de nous des personnes employables. Non. Comme on le dit aujourd'hui, très souvent les entreprises ont plutôt besoin d'un produit fini qu'un produit, j'ai envie de dire, semi-fini. Effectivement, d'un produit fini et d'un produit semi-fini. Et ce qui nous fatigue actuellement en tant que jeunes, c'est que généralement, on se dit qu'on a besoin d'avoir cela en entreprise. Et même on oublie tout ce que nous avons en tant que compétences. Justement. Une personne qui passe son temps H24 sur Internet, c'est une qualité. Aujourd'hui, c'est ce qui est au contrôle, j'ai envie de dire, de notre société. C'est ce qui est au pouvoir de notre société. Effectivement, mais c'est une qualité. Voilà. Pour les entreprises qui recherchent des community managers, qui de mieux qu'une personne qui est H24 sur les réseaux sociaux, donc qui connaît les réseaux sociaux, Oui, qui effectivement. sait comment attirer l'attention. Une autre personne peut-être qui est très à l'aise à pouvoir trouver des solutions à tel type de problème. C'est une Donc qualité. en gros, on n'est pas forcément obligé de terminer nos études dans un domaine spécifique, mais dès le début, on peut déjà vouloir aller sur le terrain pour pouvoir montrer de quoi on est capable. L'idéal serait donc que chaque personne, chaque jeune, puisse s'auto-évaluer, savoir quelles sont les choses qu'il aime faire. Justement. Quelles sont les choses ici qu'il fait régulièrement sans pour autant se lasser, qu'il travaille à bien les faire, et cela pourrait être vendu à n'importe quelle entreprise comme étant une compétence, et cela même avant d'avoir le diplôme. Le diplôme maintenant vient renforcer
ce que nous avons, parce que nous sommes dans un pays qui est régi par les diplômes. Justement. Mais aujourd'hui, vous ne pensez pas qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas confiance en eux? C'est parce qu'il peut peut-être faire de sorte à ce qu'ils soient en retard, on va dire, et qu'ils aient peur de prouver, de montrer pardon, de quoi est-ce qu'ils sont capables. Je pense, mais n'oublions pas que la confiance en soi, c'est quelque chose de relatif. Justement. On a tous des problèmes de confiance en soi, tous. Tout dépend de comment est-ce qu'on gère notre confiance. Lors d'une formation, j'ai dit que la confiance en soi était à plusieurs niveaux. Et en fonction du niveau où on se trouve, on peut être à 300% de confiance en soi et sur un autre niveau à juste 2%. Il faut pouvoir déterminer quel est le niveau sur lequel nous sommes vraiment en confiance absolue. Justement. Moi, par exemple, je sais que quand il s'agit d'expression orale, mon niveau de confiance en soi, il grimpe. J'ai pas de problème à cela. Mais si vous m'envoyez dans un milieu où il n'y a que des ingénieurs en bâtiment, pour que je puisse faire le même travail que ça va chuter. Mais si par contre il s'agit de leur expliquer eux-mêmes leur domaine d'activité, parce que là il s'agit de parler, même si je dois leur mentir, je ne peux pas douter. Donc les jeunes en fait qui manquent de confiance en eux, on ne peut pas leur en vouloir parce que c'est la société qui nous l'impose. La société nous dit, tant que tu ne fais rien, tu n'es rien. La société nous dit, pour qu'on puisse te considérer, il faut ceci, il faut cela. Et quand tu n'as pas cela, et qu'il n'y a personne autour de toi pour te dire non, en vrai, tu peux le faire, tu as tout ce qu'il faut, oui. C'est compliqué. Donc il faut juste des personnes pour vous conseiller, pour vous booster, pour vous motiver. En toute chose, d'ailleurs, il est important d'avoir l'avis des uns et des autres. Et nous arrivons à notre prochaine rubrique qu'on a intitulée Mon avis. Jingle. Alors, Monsieur Soro, très souvent on reproche à la jeunesse la facilité, le PIA, et surtout pas créatrice, j'ai envie de dire. Vous, en tant que jeune, j'ai envie de dire, employeur et tout, qu'est-ce que vous pensez réellement de cette assertion? Jeunesse, PIA, donc amusement. Justement. Ce que j'ai envie de dire, c'est que l'amusement, c'est très bien. C'est même très bien. Parce que moi, j'ai pas vraiment eu beaucoup de temps pour m'amuser. Tous mes amis le diront. C'est l'une des choses même qui détestent plus chez moi. J'ai beaucoup plus dans le travail. Mais je pense que c'est encore mieux quand on se sert de l'amusement pour faire du chiffre. Okay. En toute chose, il y a du bon. On peut dire que le PIA, c'est quelque chose qui n'est pas trop intéressant et tout, donc il faut le bannir. Oui, on peut le dire. Mais on peut également dire que lorsqu'on est dans l'amusement, dans le divertissement, on puisse trouver le moyen de pouvoir en faire un métier. C'est vrai que je ne vais pas vraiment prendre, pour exemple, qui que ce soit, mais je vais prendre les gens de la team PIA. D'accord. Ceux-là qui sont à l'orée actuellement. Oui. Certes, on dit qu'ils s'amusent matin, midi et soir, et tout le monde reconnaît la jeunesse en eux. Mais n'oublions pas que ce sont des gens qui ont une entreprise. Ils montent des disquettes, ils montent des concerts, ils sont là, ils ambiancent tout le monde, on va dire, ils ambiancent, donc ils mettent de l'ambiance partout. Mais derrière, ils ont des revenus. Ça, c'est derrière, ils ne dépendent de personne. Derrière, tu entendras chacun d'entre eux dire « je travaille sur mes textes, je travaille sur ceci, je travaille sur cela ». Donc l'amusement, oui. Mais n'oublions pas que derrière l'amusement, avant même de s'amuser, il y a des prérequis. Quand on veut organiser une fête, il faut d'abord faire un repérage par rapport au lieu. Il faut trouver les bonnes personnes. Justement. Il faut avoir de l'argent pour acheter l'espace. Il faut acheter la boisson. Si on n'a pas ce contenu, un peu comme c'est pas possible quand même pour que la fête soit belle. Et surtout, très souvent, comme on le disait tantôt, les années collège, il y a certains de nos amis qui disaient moi, c'est dans le bruit que j'arrive à étudier. Peut-être que ça aussi, c'est avéré vrai, j'ai envie de dire. Alors, pour la deuxième question, en ce qui concerne mon avis, les réseaux sociaux ont plus d'impact négatif que positif. Qu'est-ce que vous pensez réellement de cela? Est-ce vrai, selon vous? Là, de mon point de vue, je dirais oui et non. Et pourquoi? Les réseaux sociaux ont un impact sur chacun de nous en fonction de la raison pour laquelle nous y sommes. Et en fonction également du réseau social. Quand on est sur Facebook, on est là pour pouvoir partager notre vie de tous les jours. Donc il y a du contenu, il y a des publicités, il y a tout cela. Ça va. Quand on part sur Instagram, là c'est le bling bling. C'est tout ce qui est beau. Sur Instagram, il n'y a personne de laid. Tout le monde est flamboyant, flambant neuf. Quand on est sur LinkedIn,
on recherche un emploi. Justement, le professionnel. Quand on est sur TikTok, on vient s'amuser et montrer qu'on est vraiment au top de notre niveau. Celui qui part sur les réseaux sociaux pour juste regarder et puis voir la vie des autres, forcément il développe un complexe. Et forcément, il va à un certain moment commencer à perdre en niveau de connaissance parce qu'il n'ira pas pour apprendre plus, il ira beaucoup plus pour découvrir. Et plus on découvre, plus on se rend compte qu'on n'a rien. Et donc, on se déprécie nous-mêmes. Par contre, quand on part sur les réseaux, parce qu'on a envie de faire notre propre promotion, parce qu'on a envie de montrer au monde qu'on a quelque chose, on dit réseaux sociaux, donc tout le monde nous voit, parce qu'on a une image à défendre, là ça devient différent. Les réseaux sociaux ici deviennent quelque chose de particulièrement innovant. On a tous un compte Facebook, mais combien sont ceux-là même qui ont leur propre photo sur leur photo de profil? Sur la description, maman sera fière. Qui es-tu? Et tu dis maman sera fière. D'accord mon frère, on va t'appeler monsieur maman sera fière. Sur WhatsApp, même quand je reçois un message et que je ne connais pas la personne, mon premier réflexe c'est d'aller dans les paramètres pour voir en fait quel est le nom qui a été enregistré lors de la création du compte. Et je vois Dieu fera. D'accord. Vous dites sûrement peut-être que c'est Dieu qui est venu vous rendre visite. Oui, Dieu m'a rendu visite, il n'y a pas de souci. Mais là par exemple, on perd en termes de crédit. Je sais que pour l'instant, je n'ai pas encore ce niveau-là qui me donne le droit de pouvoir ne pas répondre à ce que je réponds à tout le monde. Mais là, par rapport à la personne qui m'écrit, elle perd du crédit par rapport à moi. Parce que je me dis, j'aurais bien aimé voir le nom de la personne. Je sais à qui m'adresser. Justement. Mais pourquoi demander c'est qui, alors que j'ai l'opportunité déjà de savoir qui est en face de moi? Ce que je pense qu'on devrait faire avec les réseaux sociaux, c'est dans un premier temps se rendre compte que c'est un puissant canal de communication. Accepter de montrer ce qu'on a. Beaucoup d'entre nous ont de belles qualités, de belles compétences, savent tresser, savent enseigner, savent sculpter, mais le cachent et préfèrent juste montrer leurs amis ou montrer certaines images mais qui n'ont rien à voir. Et surtout les périodes ou bien j'ai envie de dire les moments de fête, de paya sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse les envier surtout. Mais bon, je me dis aussi que sur les réseaux sociaux, il ne faudrait pas qu'on apprenne à envier la vie des autres parce qu'on ne sait réellement pas ce que ces personnes vivent au quotidien. Alors bien avant de terminer, vous êtes présentement candidat au concours Mister Côte d'Ivoire. Parlez-nous de ce concours et surtout de votre motivation à vouloir y participer. Comme je l'ai dit à l'entame de cet entretien, pour moi, la vie c'est une succession de challenges et il est important de toujours être en mesure de vouloir se dépasser, d'aller au-delà de ce qu'on a déjà fait. Le concours Mister Côte d'Ivoire, pour moi, c'est l'opportunité de me redécouvrir sous un nouvel angle, de savoir ce que je suis capable de faire au-delà de tout ce qui a déjà été fait. Mais au-delà, c'est également une lutte personnelle contre la dépression. Voici pourquoi est-ce que j'y prends part. Et pour ceux qui veulent savoir c'est quoi effectivement le concours de Mister Côte d'Ivoire, c'est un concours qui met en exergue la beauté masculine ivoirienne tout en passant par nos valeurs, nos cultures et qui monte jusqu'au niveau national. C'est en quelque sorte la parallèle de Miss Côte d'Ivoire. Actuellement, le concours il a démarré et certainement on aura la finale aux environs d'octobre. Mais on verra bien et ne vous inquiétez pas, je compte bien vous rapporter la couronne de Mister Côte d'Ivoire. On espère bien. Et vous disiez tout à l'heure que c'est pour lutter également contre la dépression. En quoi est-ce que cela peut contribuer à la lutte contre la dépression? Mon mandat à moi par rapport à Mister Côte d'Ivoire est tourné sur la dépression. Et là même je prépare des activités avec mon équipe qui pourront être mis en exergue et qui pourront aider vraiment nos populations. Vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, on a beaucoup de personnes qui sont découragées, qui sont démotivées, qui n'ont personne à qui parler et qui finalement tournent vers le suicide. En vrai, on vit tous ces situations. Et tout dépend de comment est-ce qu'on les prend, d'avec qui est-ce qu'on est, de comment est-ce que notre environnement nous considère. Il y a tellement de paramètres. On ne pourra pas vraiment tout citer, mais on ne peut pas dire qu'une personne a tort ou pas, qu'elle exagère sur sa situation. Il faut vraiment être écouté. Et il faut vraiment avoir le temps de prendre soin de chacun de nous. Et c'est ce qu'on veut essayer d'entreprendre sur ce mandat-là en tant que Mister Chologo. Parce que cette année, pour l'instant, je suis Mister Chologo, mais bientôt Mister Côte d'Ivoire. On espère bien et surtout on vous souhaite, j'ai envie de dire,
assez de chance et que vous puissiez revenir avec la couronne. Et on tend vers la fin de notre émission. Quel est votre mot de fin, M. Soro? Mon mot de fin, c'est certainement quelque chose qu'on a déjà tous entendu au moins une fois, c'est que rien n'est facile dans la vie. Et pour avoir une chose, il faut en sacrifier une autre. Donc, à toutes ces personnes qui peut-être sont découragées, ne savent pas vraiment où donner de la tête, ne savent pas où aller, asseyez-vous, fermez les yeux un instant, faites une introspection, essayez de vous redécouvrir, de savoir en vous qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez pas. Donnez-vous les moyens d'atteindre vos objectifs. Et plus vous serez en train d'aller vers vos objectifs, et plus vous verrez certaines portes s'ouvrir. Si vous suivez cela, je suis sûr qu'on aura de bons retours. Tout en vous remerciant du temps d'écoute, c'est avec cette belle citation de Martin Luther King qui dit « Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être, croyez en vous et ils se réaliseront sûrement. » D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de partager. À la prochaine.